Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du poulailler de Wayneville, qui est une histoire pas forcément très connue, assez ancienne, qui a quand même été déjà abordée dans plusieurs œuvres, notamment dans un film, et puis dans un épisode d'American Horror Story dans la saison 5 de l'hôtel. Vous allez le voir, c'est une histoire assez sombre qui parle d'enlèvement d'enfants, de pédophilie et de meurtre, donc ça va pas forcément être une vidéo très joyeuse. Je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et si vous êtes prêts, c'est parti. L'affaire s'est déroulée dans un ranch qui se situait dans le comté de Riverside, en Californie, à la fin des années 1920. Gordon Stewart Northcott vivait dans cette ferme avec sa mère, Sarah Northcott, et son neveu, Clark Sanford, et pendant des années, Gordon Northcott a enlevé des enfants, il les a séquestrés dans le poulailler de sa ferme et il les louait à des riches pédophiles californiens. Et lorsqu'ils décidaient de se débarrasser des enfants, peut-être parce qu'ils avaient des problèmes de santé ou bien, je sais pas, parce que les clients étaient lassés d'avoir toujours les mêmes, enfin je sais pas pour quelle raison absolument dégueulasse on peut décider de se débarrasser d'enfants, Northcott n'hésitait absolument pas à les tuer, soit en leur tirant une balle dessus, soit en les massacrant à coups de hache dans le crâne, puis il recouvrait leur corps avec de la chaux vive pour dissoudre les chairs et ensuite il allait disperser les ossements dans le désert. Sanford Clark, le neveu dont je vous parlais, est arrivé en 1926 à la ferme à l'âge de 13 ans et il va être violenté, violé, mais aussi forcé d'assister, voire même de participer au meurtre par son oncle Gordon pendant 2 ans, jusqu'en 1928, quand il va enfin trouver le courage d'en parler à sa grande sœur Jessie. Elle s'était rendue au ranch et elle était assez inquiète pour lui en fait. Et c'est là que toutes les nuits elle s'est vraiment faufilée dans sa chambre et qu'ils ont pu discuter et son petit frère lui a raconté tous les meurtres auxquels il avait assisté, toutes les horreurs qu'il avait pu voir. Donc à ce moment-là, Jessie a décidé de contacter sa mère qui était au Canada et c'est sa mère donc qui était la sœur de Gordon et donc la fille de Sarah qui a décidé de dénoncer ses proches aux autorités. On pense qu'à la fois Sarah Northcott et son fils Gordon étaient tous les deux impliqués dans les enlèvements, dans la prostitution des enfants et dans les meurtres, mais que c'est probablement Gordon qui tenait vraiment les rênes et qui aurait forcé sa mère à participer. Alors je vais vous présenter un petit peu Gordon Northcott. Il est né en 1906 et a grandi dans une ferme au Canada jusqu'à ses 18 ans quand sa famille a déménagé en Californie en 1924. C'était un enfant qui a toujours été décrit comme extrêmement choyé par sa maman. Vraiment c'était le préféré, c'était le chouchou, il avait droit à absolument tout ce qu'il voulait. Mais selon d'autres rumeurs, il aurait grandi dans un univers très choyé mais très féminin. On dit même qu'il aurait été élevé comme une fille, portant même des vêtements de petite fille. Ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans plusieurs histoires si vous vous rappelez bien, on l'a vu notamment avec Ed Gein, avec Jerry Brudos, avec Otis Toole, enfin c'est quelque chose qu'on voit parfois dans les histoires de tueurs en série et j'avais vraiment envie d'insister un petit peu sur ce point aujourd'hui parce que j'ai reçu récemment plusieurs commentaires qui m'ont un petit peu interpellée parce que j'ai l'impression que les personnes interprètent un petit peu mal ce fait-là. Il faut bien comprendre que c'est pas l'homosexualité d'une personne, voire même sa transidentité qui pose problème, c'est pas ça qui va détraquer l'esprit de quelqu'un et faire qu'il va devenir un tueur. Ça n'a absolument rien à voir, il faut vraiment pas penser quand je vous raconte des choses comme ça dans l'enfance de quelqu'un que c'est ça qui a posé problème. Ce qui a posé problème c'est vraiment la construction identitaire et notamment le côté un petit peu exclu, marginalisé, rejeté d'avoir une personnalité qui est considérée comme différente ou qui est perçue comme anormale par la norme justement. Et c'est vraiment ça qui pose problème au niveau de la construction de l'identité
psychique de quelqu'un, si on force quelqu'un à être quelque chose qu'il n'est pas, c'est évident que ça va commencer à poser des problèmes et que ça va créer des troubles dans sa construction psychique, dans son sentiment d'identité et du coup dans son équilibre. C'est pas du tout le fait d'être homosexuel ou le fait d'être transgenre ou quoi que ce soit qui est un réel problème, en fait c'est juste la perception de la société de ce fait-là qui parfois a tendance à exclure les gens, notamment quand je vous raconte des histoires qui sont quand même assez anciennes et qui marginalisent ces personnes, qui créent un déséquilibre et peut-être des frustrations ou de la colère ou justement une envie de vengeance. D'ailleurs vous avez peut-être remarqué que c'est des choses qu'on retrouve plutôt dans les histoires un peu anciennes, ce qui prouve bien justement qu'il y a une espèce d'évolution des mentalités et de la vision et des perceptions par la société. Faut bien se dire que c'est déjà difficile à l'heure actuelle d'être homosexuel ou d'être transgenre, donc je pense qu'à l'époque c'était vraiment bien plus compliqué. À l'âge de 13 ans, Gordon Northcott serait passé de ce côté efféminé à l'extrême inverse selon son père. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a amené à ça? On n'en sait rien, en tout cas moi j'ai pas trouvé d'explication. Mais je pense que c'est vraiment un point très intéressant à noter parce qu'on voit qu'à ce moment-là il y a vraiment un espèce de basculement qui veut certainement dire qu'il y avait un espèce de tâtonnement pour lui de son identité. Qui est-ce qu'il était? Il était probablement en train de se chercher et il est passé de tout à rien. Ça montre bien qu'il est complètement perdu, qu'il est complètement déséquilibré et qu'il essaye finalement de réagir à l'inverse par rapport à comment il a été élevé. Je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais moi j'ai souvent entendu dire on devient soit comme ses parents, soit finalement tout l'opposé. C'est un petit peu ça. Et je pense que c'est vraiment ce moment-là qui est très important parce que c'est certainement à ce moment que Gordon commence à prendre l'ascendant, qu'il inverse totalement la relation de domination entre lui et sa mère et c'est lui qui prend le dessus. Et comme je vous l'ai dit, à 18 ans, la famille Northcott arrive en Californie. Très peu de temps après, Gordon achète ce fameux ranch à poules dans la ville de Wineville. Et de ses 20 à 22 ans, on sait qu'il commet les crimes que j'ai mentionnés tout à l'heure parce que justement c'est sur cette période que son neveu Sanford Clark est présent, donc il a pu être témoin de tout ce qu'il a commis. Pour petit rappel, pour que vous vous situiez bien, Sanford à ce moment-là, quand il arrive, il a 13 ans et il a 15 ans quand il dénonce son oncle Gordon qui lui a commencé potentiellement à commettre les crimes à l'âge de 20 ans et s'est arrêté à 22 quand il a été dénoncé par son neveu. Le 31 août 1928, suite aux dénonciations de la famille Clark, des inspecteurs du service de l'immigration visitent le ranch et vont trouver sur place Sanford, mais personne d'autre puisque Gordon Northcott et sa mère Sarah ont déjà pris la fuite. C'est donc Sanford Clark qui va d'abord être mis en garde à vue et pendant les interrogatoires, c'est là qu'il va révéler aux enquêteurs tout ce dont il a été témoin, tous les meurtres, tous les crimes qui ont été commis et il va même pouvoir désigner plusieurs endroits dans le désert où les enquêteurs doivent pouvoir trouver le corps des victimes. Les Northcott de leur côté vont rapidement être interpellés, ils sont retrouvés à Vernon en Colombie-Britannique, c'est-à-dire au Canada. Et suite aux indications données par Sanford, la police ne retrouvera que le corps sans tête d'un adolescent mexicain, ainsi que des fragments d'os et des affaires qui vont permettre d'identifier 3 victimes supplémentaires. Walter Collins, qui avait 9 ans, est disparu le 10 mars 1928. Levis Winslow de 12 ans et son frère Nelson de 10 ans qui avaient été enlevés tous les deux le 16 mai 1928. Et en fait ce qui s'est passé c'est que quand Gordon et Sarah ont été arrêtés au Canada, ça a pris un certain temps avant qu'ils puissent être extradés vers la Californie et du coup leur version des faits a changé plusieurs fois donc c'est assez flou de comprendre qui est impliqué dans quoi.
Au tout départ, Sarah, donc la mère, elle a voulu prendre la responsabilité de tous les meurtres. Puis elle a changé sa version et elle a dit qu'elle était uniquement la responsable du meurtre de Walter Collins. Puis elle a encore changé sa version des faits et elle s'est mise à tout nier en bloc. De son côté, lui, Gordon, a commencé par avouer 5 meurtres, puis ensuite entre 19 et 20 meurtres, avant lui aussi de complètement se rétracter et nier toute responsabilité. Franchement, c'est assez possible que Gordon Northcott ait fait plus que les 4 victimes qui ont été retrouvées, sachant qu'il y a eu pas mal de témoignages de personnes qui l'avaient connu, qui ont dit qu'il y avait des choses assez louches. Notamment, il y avait un mec qui lui avait acheté sa voiture et qui a dit au tribunal en fait qu'il avait remarqué qu'il y avait des taches vraiment bizarres dans le coffre de sa voiture qui ressemblaient fortement à des taches de sang. Donc on pense qu'il aurait probablement commis des meurtres pendant plus de temps que ce qu'il a reconnu. Lorsqu'il est arrêté, Gordon Northcott est décrit comme un homme extrêmement poilu. D'ailleurs, il y a certains policiers qui vont le qualifier de singe. Et une lettre a été retrouvée dans son ranch qui justement évoquait ce problème là et qui semblait indiquer que c'était vraiment quelque chose qui perturbait beaucoup Gordon, qui le préoccupait énormément et certaines hypothèses ont été que ça lui avait créé une sorte de complexe qui aurait participé à sa rage meurtrière. Alors j'étais assez étonnée quand j'ai lu cette information parce que sur les photos qu'on a de Gordon Northcott au moment de son arrestation, de son procès, etc. Cette pilosité là on ne la voit pas du tout, au contraire il a l'air plutôt imberbe. Donc je vous le signale quand même parce que ça faisait partie de ce que j'ai trouvé dans mes recherches, mais franchement je sais pas forcément quoi penser de tout ça. Lors de son procès, Sarah Northcott a plaidé coupable pour le meurtre du petit Walter Collins et elle a été condamnée à la perpétuité le 31 décembre 1928. On dit d'ailleurs qu'elle a réchappé à la peine de mort uniquement grâce à sa condition de femme. Et au final, elle n'a été incarcérée qu'à peine 12 ans avant d'être libérée pour bonne conduite. Pendant son incarcération, Sarah Northcott a révélé tout un tas de trucs assez bizarres sur sa famille. On sait pas trop quoi en penser honnêtement. D'abord elle a clamé l'innocence de son fils Gordon. Ensuite elle a dit que c'était le fils illégitime d'un noble anglais. Ensuite elle a dit qu'elle était en fait la grand-mère de Northcott, que Gordon était en fait le résultat d'un inceste entre son mari et sa fille. Elle a aussi dit que Gordon avait été abusé sexuellement par absolument toute la famille. Bref, elle a sorti tout un tas d'histoires comme ça assez farfelues dont franchement je sais pas vraiment quoi penser, je sais pas si on peut vraiment leur accorder du crédit parce que ça donne un petit peu l'impression qu'elle inventait tout un tas de choses assez rocambolesques pour justifier les actions de son fils et pour un petit peu l'excuser. De son côté, Gordon Northcott a lui été reconnu coupable du meurtre des 2 frères Winslow ainsi que du jeune Mexicain qui était non identifié. Le jury l'a accusé et reconnu coupable d'avoir enlevé, séquestré, torturé, abusé, tué et démembré ses victimes et l'a donc condamné à mort par pendaison. Il fut exécuté le 2 octobre 1932 et on ne sait pas combien de victimes Gordon Northcott a réellement fait puisqu'il n'a jamais expliqué ce qui s'était vraiment passé au ranch de Wineville. Et le problème justement c'est que on n'a jamais su ce qui s'est vraiment passé, qu'est-ce qui est arrivé aux victimes. Elles ont complètement disparu après leur passage dans cet endroit là et c'est notamment le cas pour le petit Walter Collins dont la mère n'a absolument jamais accepté le fait qu'il soit mort. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand son fils de 9 ans a disparu le 10 mars 1928, l'affaire a vraiment été très médiatisée aux États-Unis parce que ça impliquait notamment de la corruption policière et puis ça pointait du doigt toutes les maladresses, toutes les incompétences vraiment notoires de la police dans cette enquête-là et ça a complètement fait la une des journaux. Et 5 mois plus tard, dans l'Illinois, il y a un petit garçon qui a contacté les autorités en disant qu'il était Walter Collins, le petit garçon qui avait disparu. Il a envoyé des photos de lui et il a échangé des lettres avec sa mère présumée, Christine Collins, qui a fini par décider de lui payer le voyage pour qu'il arrive jusqu'à elle en Californie pour qu'ils puissent se rencontrer.
Des retrouvailles publiques ont été organisées par la police, sauf que quand la mère, donc Christine Collins, a aperçu l'enfant, elle a tout de suite dit que c'était pas son fils, qu'elle était absolument certaine. Mais la police n'a pas du tout accepté cette réponse-là. Je pense qu'elle était bien trop contente de pouvoir conclure cette fameuse affaire qui lui faisait tant de mauvaise publicité avec une issue finalement positive. Et elle a forcé la mère à se taire, à ne rien dire, et l'a encouragée en fait à prendre l'enfant pendant quelques semaines pour essayer. Comme si ça allait vraiment changer quelque chose à son avis sur cet enfant. Donc, quelques semaines plus tard, Christine Collins, qui avait quand même accepté et qui avait pris ce garçon chez elle, retourne voir la police pour leur dire qu'elle est vraiment certaine que ce n'est pas son fils. Elle leur expose tous les points qui lui font dire que bah non, c'est pas son fils. Il y a plein de différences physiques qu'elle a notées. Elle dit par exemple: mon fils a de grands yeux ronds, il a les grandes oreilles de ma famille, ses cheveux sont lisses, ses dents sont éloignées, mon fils fait ma taille, il n'a jamais subi d'opération. Donc voilà, elle est plutôt certaine d'elle. Elle apporte même le dossier dentaire de son fils qui ne correspond pas à celui du garçon qu'on lui a présenté comme étant son enfant. Donc voilà, elle leur dit maintenant j'ai essayé, c'est pas mon fils, il faut vraiment que vous repreniez les recherches. Voyant ça, bien évidemment, la police se confond en excuses et décide de reprendre les recherches. J'aurais adoré que cette dernière phrase soit vraie, malheureusement ce n'est absolument pas comme ça que les choses se sont réellement déroulées, car en fait quand Christine Collins est arrivée à la police et qu'elle a exposé tous ces faits, le capitaine de police qui s'appelait J.J. Jones a pris une décision complètement hallucinante, complètement aberrante. Donc la mère arrive, elle lui dit je suis sûre que c'est pas mon fils, et qu'est-ce qu'il fait? Il a décidé de faire interner d'office Christine Collins dans un hôpital psychiatrique en prétextant qu'elle était complètement délirante, hystérique et qu'elle représentait un danger pour elle-même. Quelle grosse blague! Et heureusement, pendant cette hospitalisation forcée, le gamin issu de l'Illinois a fini par avouer qu'il n'était pas Walter Collins, mais qu'il s'appelait en fait Arthur Hutchins, qu'il était originaire de l'Iowa et qu'il avait fugué parce que son objectif, son rêve de toujours, c'était de venir en Californie, à Los Angeles, pour rencontrer son acteur préféré qui s'appelait Tom Mix. Et comme on lui avait fait remarquer qu'il ressemblait à la photo du petit garçon porté disparu, Walter Collins, eh bien il avait décidé de jouer son rôle et de se faire passer pour lui pour arriver jusqu'en Californie. Il sera par la suite rapidement récupéré par sa belle-mère, une certaine Violette Hutchins. Grâce à ses aveux, Christine Collins a pu sortir 10 jours après de l'hôpital psychiatrique et dès sa sortie, elle a poursuivi en justice le capitaine J.J. Jones. Donc elle lui a intenté un procès qu'elle a gagné, qui a condamné le capitaine Jones à lui verser la somme de 10 800 $ de dommages, ce qu'il n'a jamais payé, bien entendu. Christine Collins est restée persuadée toute sa vie que son fils Walter n'était pas mort, qu'il était en vie quelque part, et elle l'a cherché jusqu'à la fin de ses jours. Elle a même rencontré Gordon Northcott 2 fois avant son exécution pour parler avec lui. Entretien desquels il est ressorti, dans lesquels Gordon a dit qu'il n'avait pas tué Walter, ce qui a donc vraiment conforté Christine dans le fait que son fils n'était pas mort et qu'il existait, qu'il était toujours quelque part. Et malheureusement, on ne l'a jamais retrouvé, on ne sait absolument pas ce qui lui est arrivé. On l'a jamais retrouvé vivant bien sûr, mais on n'a jamais retrouvé ses restes non plus. Donc c'est un petit garçon qui a complètement disparu et on n'a jamais su ce qu'il était devenu. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. C'était vraiment un sujet ultra triste, je trouve. J'ai beaucoup de mal, je crois, à parler des meurtres d'enfants et de pédophilie et de choses comme ça. Ça me touche particulièrement, c'est vraiment quelque chose que je trouve horrible, qui existe bien entendu, mais voilà, qui est vraiment particulièrement dégueulasse, même si toutes les morts sont toujours injustes et toutes les histoires de meurtre sont toujours très tristes. Je vous avoue que celle-là, je l'ai trouvée particulièrement dure, surtout l'histoire de Christine Collins qui m'a vraiment beaucoup touchée parce que c'est une femme mais qui a juste connu tellement de malheurs dans sa vie. Elle a perdu son enfant, il a disparu, elle a sûrement
entendu des choses sur ce qu'il avait pu devenir qui étaient absolument horribles. Elle n'a pas forcément voulu y croire, mais personne ne l'a cru dans tout ce qu'elle a dit. On lui a fait croire qu'on avait retrouvé son fils, donc elle a dû se faire des faux espoirs. Puis ensuite quand elle s'est rendue compte que c'était pas lui et qu'elle a essayé de... je sais pas, juste de faire reconnaître ça, on l'a internée, enfin elle a jamais été écoutée, elle a gagné son procès contre le policier mais elle n'a jamais perçu le moindre centime de sa part. C'est vraiment une histoire absolument atroce et ouais, je l'ai trouvée particulièrement touchante. Et quant à Gordon Northcott, c'est vraiment effroyable d'imaginer ce qu'il avait mis en place dans ce ranch. C'est vraiment, vraiment terrible de penser qu'il y a des choses comme ça qui existent, qui ont existé et qui existent certainement encore à l'heure actuelle aujourd'hui. Heureusement qu'il a été arrêté très jeune, très tôt, hein, à 22 ans, on l'a empêché de nuire. Mais j'imagine que si jamais son neveu n'avait pas parlé, il aurait pu continuer comme ça pendant super longtemps et ça me fait absolument froid dans le dos. Malgré toutes ces horreurs, si jamais la vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et puis de vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore fait. Merci aussi à toutes les personnes qui vont faire un tour sur mon compte Utip. Je vois le chiffre, la petite somme qui augmente tous les jours un petit peu grâce à vos vues de publicité et c'est vraiment adorable de votre part, ça me touche beaucoup. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.